Bonsoir à tous. Bonsoir Thierry Gadget. Bonsoir Poppy, et comme l'écrivait Geneviève Cordier sur Facebook, ce qui importe ce n'est pas sa longueur mais sa valeur. Bonsoir Jean-François Delobe. Où sont les supporters? Ah, voilà. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Bonsoir Poppy. Oserais-je dire prout prout route. Bonsoir Pierre prout prout route. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Côté. Tu veux pas saluer Thomas, toi? Non, moi je fais ping-pong. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Bonsoir Caroline, t'as pas changé de chaussures depuis non, tantôt? Non, toujours pas, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bonsoir, tout va bien? Poppy. Bonsoir oui. l'amitié, tout va bien. Tout va bien. Simon, super, ça s'est bien passé la première partie. On continue. Bonsoir. Il n'a pas fait dans son caleçon parce que ça ne sent pas le prout de Pierre. Mais enfin, Fabien. Oui, excusez-moi, je dérape. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Bonsoir Poppy. Et on se retrouve avec notre invité Marcel Leroy qui est avec nous. Bonsoir Marcel. Salut. Alors Marcel, de par le temps libre qu'il n'a jamais, s'est vu approcher à mon avis par des gens de Charleroi, puisque c'est un grand amoureux de Charleroi, et on lui a demandé un petit coup de main pour les Restos du Cœur de Charleroi. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça évolue les Restos du Cœur à Charleroi et comment on peut faire pour agir? Comme journaliste, je trouvais ça intéressant. J'écrivais des papiers sur les Restos du Cœur, et puis quand j'ai quitté le journal, on m'a demandé d'un peu faire partie de l'équipe du Resto du Cœur. Donc je suis membre de l'équipe, je suis membre de l'association. Le Resto du Cœur de Charleroi est le plus important de Belgique. Il sert quotidiennement, pendant les jours de semaine seulement, bien sûr, en moyenne 300 repas. 300 repas, ça veut dire que c'est un sacré travail parce qu'il faut respecter les normes de l'AFSCA, l'Agence de la sécurité alimentaire. Donc c'est un vrai travail de restauration publique. Donc tous les jours, 300 tous les repas, jours, parfois 350 du lundi au vendredi, toute l'année. C'est pas comme en France où c'est seulement par temps froid. Chez nous, en Belgique, les Restos du Cœur fonctionnent toute l'année. Et c'est bien nécessaire parce que la précarité ne s'arrête pas quand il y a du soleil. Elle continue, bien sûr. Donc le Resto du Cœur de Charleroi a vraiment besoin de moyens pour le moment, parce qu'on est dans des locaux très très vétustes, ce qui fait qu'on ne pourra pas y rester très longtemps. Et grâce au CPS de Charleroi, nous aurons un nouveau local à Charleroi-Nord, et on doit équiper ce nouveau local de cuisine. Mais ce sont des cuisines qui sont très, très sophistiquées parce qu'elles doivent respecter, ce que j'ai dit, les normes de l'Agence de la sécurité alimentaire. Donc on est à la recherche de 500 000 euros. Je vous rassure tout de suite, on en a trouvé 300 000. Il reste 200 000 euros à trouver. Et voilà. Si vous avez 200 000 euros sur vous, n'hésitez pas. Je n'ai pas pris mon portefeuille. Donc, et je peux vous dire que grâce au livre que j'ai fait sur la bière de Chimay, Solidarité cistercienne, je les salue quand même, c'est extraordinaire. Donc la solidarité cistercienne, ce sont toute l'aide sociale que les moines de Chimay apportent à des gens dans le monde entier. C'est au-delà de la communauté précise du pays de Chimay. Ils ont donné 175 000 euros pour ce projet. Je dois dire que c'est exceptionnel. Et récemment, le Foyer des Amis de Charleroi nous a donné une somme aussi, moins importante, mais quand même, c'est la même solidarité, c'est le même engagement. Et je vous dirais qu'il y a surtout une marée de petits donateurs, des gens qui donnent 1 euro par mois et qui sont souvent des gens qui, autrefois, ont été, disons, des clients du Resto du Cœur de Charleroi. Oui, c'est ça. Quand je t'ai demandé si on pouvait proposer au public d'apporter un paquet de pâtes ou un paquet de riz, non, le mieux, c'est à la limite de mettre 1 euro dans une boîte, 2 euros dans une boîte. Alors, le plus simple, ce ne serait pas de mettre de l'argent ici, mais c'est éventuellement, je pourrais te donner l'adresse ou le numéro de compte, oui. C'est beaucoup plus clair. Sur le site. Parce que je ne vais pas partir avec de l'argent dans ma poche, c'est jamais. On donnera le numéro de compte. Je me fais confiance, mais le mieux, si ça vous intéresse, il y a un site internet, Resto du Cœur de Charleroi, ou la Fédération des Restos du Cœur. Je trouve que ça vaut vraiment la peine d'être aidé, parce que le Resto du Cœur, c'est un service social de première ligne. Au Resto du Cœur viennent des gens à qui on ne demande pas leur nom, à qui on ne demande pas leur état de fortune, ni pourquoi ils y viennent. Simplement, ils ont le droit à un repas. Et ce repas, ils le payent 1,5 euro. On se dit que comme ça, ce sont des clients et ce n'est pas des gens à qui on offre la charité.
Mais bien sûr, les gens qui n'ont pas un demi-euro, on a 2 travailleurs sociaux qui, à ce moment-là, essayent de comprendre, toujours sans demander de nom, rien. Ce n'est pas du tout quelque chose d'officiel. On dit, si vous n'avez pas un demi-euro, on pourrait peut-être vous aider. Et alors, à ce moment-là, on les aiguille vers des services sociaux qui peuvent trouver une solution. Super. Voilà. Notre Merci, webmaster Marcel. est dans la salle. Je suppose qu'il mettra le numéro de compte sur le site. Oui, tout à fait, tout à fait. Peut-être aussi, c'est demander à Dexia. Elodie Roupeau les aide, peut-être qu'ils peuvent vous aider. Mais- On pourrait voir, on pourrait voir. Pourquoi pas? Ok, Il faut lancer des bouteilles à la mer et parfois, voilà. les messages arrivent. Donc on mettra toutes les informations sur notre site. Ou peut-être en vendant la chapelle des Sœurs Grises, ou pas. 1 euro, C'est- 1 euro, c'est- je pense. Je n'ai rien dit. On y va, on continue nos définitions. On y va avec cette fois-ci un nom propre, le mot Pernambouc. Pernambouc. Jacqueline. Oui, nom propre ou nom commun d'ailleurs. Pernambouc, c'est une revue de l'actualité. Tu veux un exemple, Poppy ? Mais oui, bien sûr, Oui. Thierry. Lors de la campagne électorale, Elisa Colo s'est longuement exprimée en tant que citoyenne sur l'éducation permanente. J'aurais cru qu'elle aurait plutôt parlé de l'éducation brushing, mais enfin bon. Fin septembre, sortie du nouvel iPhone 5. L'écran est beaucoup plus long. Geneviève Cordier nous confie, au moins comme ça, on pourra voir les scores du FDF sur la page des résultats électoraux de toi. Par contre, pour les horaires des trains le samedi au départ de Toin, un vieux GSM suffit. Le 19 octobre, la presse nous apprend que Paul, en plus de la fonction de bourgmestre probablement empêché, prendra en charge la culture, un poste qui revêt de l'importance pour lui. Quand je dis Paul, je parle de Paul Magnette, bien sûr. Enfin, bon. Finalement, ce sera Françoise d'Aspremont, une amoureuse de la côte belge et de l'opérette, qui reprendra sa fonction, comme quoi, en culture, il n'y a pas qu'à toi. Le 19 octobre, toujours, le procureur du roi nous annonce que le courrier adressé aux Clarisses de Malone ne contenait pas d'anthrax, mais de la farine. Ce qui est d'une méconnaissance totale des traditions. On n'apporte pas de la farine à Sainte-Claire, mais des œufs. Et les sœurs en ont bien besoin, car elles n'ont plus de poules. La personne qui devait les nourrir ne l'a pas fait. Le 31 octobre était le dernier jour où on pouvait ouvrir un dossier pour abus sexuels contre le clergé. Le 1er novembre, une banderole s'affiche sur la grille d'une école libre de l'entité avec inscrit « Bourse des enfants ». Il n'y aurait pas de lien. Début novembre, le magazine Simply for You, que je devais avoir sous la main, soit le magazine Simply for You, au petit GB de la ville basse, nous propose comme recette pour un apéro chic entre filles, et je vous jure que je n'invente rien, un apéritif à la purée de banane et de moules farcies. De fait, c'est chic. Histoire vécue dans une boulangerie de Toin. Devant moi, un baraquet aux cheveux courts et une grande croix celtique tatouée dans le cou. Il a demandé un pain blanc. Une bonne et une mauvaise nouvelle dans le monde de l'art. La mauvaise, Charles Delporte, le sculpteur dont les poulets du boulevard Thiroux avaient été cocktails molotovisés et qui a donné ses productions partout, sauf à Charleroi et à Toin, où il les a vendues. Delporte donc est décédé. La bonne, c'est Van Gogh qui expose ses toiles dans une galerie de l'avenue Louise à Bruxelles. Van Gogh qui, je cite, refait des modèles de Paulus mais en plus gai. Ce véritable socialiste a vendu 4 de ses toiles à son ami le multimilliardaire Albert Frère et espère qu'elles soient exposées près de ses Delvaux et Magritte. Ah désolé, j'ai interverti la bonne et la mauvaise nouvelle. C'était ma rubrique, j'ai enfin compris ce que signifiait gagner sa croûte. Dernière minute, on apprend qu'un musulman a voulu se faire sauter sur la place de la ville basse. Un patron de bistrot du quartier nous confie « Quoi ? Il voulait se faire sauter près de chez moi et on m'a rien dit ?»
Tiens, petite devinette soufflée par ma fille Ophélie. Arani, comment appelle-t-on un musulman qui brandit un club de golf? Bah, un golfeur, bande de racistes. Je vous l'avais promis, en tant que bon journaliste d'investigation, je peux vous dire que le livre que tenait Philippe Blanchard sur sa page Facebook était Candide de Voltaire. Il est prié de le rapporter à la bibliothèque avec les 227 € d'amende. Pour terminer, les cons du trimestre, j'hésite beaucoup entre l'Américain David Gimenez, qui a dû être amputé d'une jambe, après qu'un crucifix de près de 300 kilos lui soit tombé dessus, alors qu'il remerciait le Christ d'avoir guéri sa femme. Et le Thaïlandais de 50 ans, qui, après s'être fait injecter de l'huile d'olive dans le pénis en espérant en augmenter la taille, a dû subir une ablation complète des organes génitaux. Voilà, Poppy. Merci Thierry. C'est donc une revue de l'actualité complète. Alors, Caroline, que signifie le nom propre Pernambouc? Alors, ce n'est pas exactement Pernambouc, mais plutôt Permanboek. C'est du néerlandais pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Et il s'agit donc, si on traduit correctement, livre pour les hommes. Le Pernambouc n'est autre qu'un manuel qui pourrait bien vous servir, cher mâle, et que vous devriez vous procurer au plus vite. Son petit nom, Comprendre les femmes. Et ce n'est que le tome 1. Les autres sont encore en cours d'écriture. En voici un petit aperçu. Chapitre 1, les phrases de base, et parfois un tout petit peu contradictoire, mais juste un tout petit peu. Tu m'aimes? Ça fait une demi-heure que tu me l'as pas dit. Tu ne m'aimes plus. Regarde-moi dans les yeux pour le dire. Oh, t'es qu'un con. J'adore quand tu joues de la guitare. Non, mais 15 fois Smoke on the Water, ça va, mais passe à autre chose. Je sors avec mes copines, ne m'attends pas. Tu vas où, là? Avec tes amis? Ok, je t'accompagne. On va se balader? Non, je fais pas de shopping, je regarde. Tu ne m'offres jamais rien. J'aime bien ça. J'ai dit, j'aime bien ça. Tu ne trouves pas que j'ai grossi? On va au Quick. Tu l'as regardée, je t'ai vu. Oui, même derrière tes lunettes de soleil, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a de plus que moi? Elle est vulgaire. Oui, mais les talons, c'est un signe de féminité. Marche pas si vite, j'ai mal. Va me chercher les ballerines dans la voiture. Je vais chez le coiffeur, envie de changer de tête. Ça va ma nouvelle coupe, t'aimes bien? Mais non, mais ça va pas, c'est raté. Mais oui, t'es fort, ouvre-moi le pot de cornichon. J'ai froid, pouf, les pieds sur les mollets. Tu ne sais vraiment rien faire tout seul. Oh, ça va, je suis pas ta mère. Bref, nous sommes des êtres très simples, suffit juste de décrypter le message. C'est pas bien compliqué. Ah oui, il est temps de vous l'avouer, les côtés chiants et râleuses font de nous des êtres tellement adorables, n'est-ce pas? Puis de toute façon, ça fait partie de notre contrat de filles qu'on a toutes signé. Vous voilà prévenus. Merci Caroline. Merci, Caroline. C'est du vécu, n'est-ce pas, Poppy? Alors, Jean-François. C'est bien connu, depuis la nuit des temps, le Wallon ne s'en laisse pas facilement compter. Son tempérament frondeur, teigneux, rebelle, a été exacerbé par cette défaite universelle pourtant prévisible dont je vous parlais précédemment. Et à l'autre bout de ce qui fut un jour la principauté de Liège s'est mis en place un projet un peu fou, mais qui risque d'attirer du monde dans nos verdoyantes contrées, Thoin 2020. Oui, parce qu'à Thoin, on n'a pas de pétrole, enfin pas encore, mais on a des idées. Bon, le concept d'exposition universelle devra être quelque peu modifié, mais voici les grandes lignes. Une sorte de gigantesque parcours de survie en pleine nature qui commencerait par l'accueil dans un ancien bâtiment religieux reconverti en autre chose faute de deniers publics, ce qu'on appelle communément le trou du culte. Après, petit échauffement dans les cafés de la ville haute, histoire de se mettre à l'aise. Ensuite, il faudrait monter le plus vite possible au sommet du beffroi, d'où une tyrolienne géante vous emmènerait à toute berzingue vers le café Saint-Roch. Attention, quand je dis tyrolienne géante, je vous parle d'un câble d'acier auquel vous êtes suspendu pendant la descente. Je ne vous parle pas d'une Autrichienne d'1m93 et 115 kg qui ferait fuir d'un simple regard appuyé un groupe de Hells Angels prêt à en découdre. Une fois au Saint-Roch, on en boit une petite en vitesse, histoire de se remettre de ses émotions. Ensuite, par la Sambre et en kayak, direction Ourp, où l'isolement permet à lui seul de flanquer la frousse au candidat. Après cette redoutable épreuve psychologique, les concurrents gagnent l'abbaye d'Aune pour un paintball géant dans les ruines, permettant ainsi à peu de frais de remettre un peu de couleur sur les murs qui tiennent encore debout.
De là, on remonte vers le parc à conteneurs où l'épreuve consiste à devoir jeter 12 déchets différents au bon endroit sans se tromper et sans se faire engueuler par les serveurs. Ensuite, monter au sommet de la tour du Gibet, apprécier la vue magnifique que l'on doit sans doute avoir de là-haut. Je ne sais pas, je n'y suis jamais allé. D'ailleurs, si quelqu'un sait comment on fait, je suis preneur. Et descendre la tour en rappel. Une fois revenu sur le plancher des vaches, courir jusqu'au Colruyt, faire ses courses le plus vite possible sans se tourmenter sur les roues des caddies et remonter la drève des Alliés pour enfin franchir la ligne d'arrivée située juste en face de l'Athénée. Mais oui, c'est un peu ça, mais le Pernambouc, c'est aussi autre chose. C'est un État du Brésil, région du Nord-Est, baigné par l'océan Atlantique. Voilà, voilà. Merci. Jean-François, j'aurais un petit mot à te dire au niveau du parc à conteneurs. Je t'en prie. Alors, on l'avait oublié celle-là. Que signifie Pernambouc, Marcel? Est-ce que c'est une revue de l'actualité, un mode d'emploi pour mecs, non, un livre pour mecs, ou un État du Brésil? Eh bien, j'ai failli me laisser influencer par la dernière définition. Il se pourrait bien que ce soit un État du Brésil, mais j'ai réfléchi. Je me suis dit non. Et alors j'ai voyagé dans ma mémoire, et puis j'ai vu apparaître comme ça ces lettres de manière assez distincte, en fermant les yeux. Pernambouc, entre parenthèses, auberge du. Et puis je me suis souvenu de ce que c'était. C'était une grande histoire. Il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Remettez des bobines. C'était dans le fond du Saralais à Gilly, entre deux terris. Il y avait une petite baraque à frites qui s'appelait chez le Pernambouc. Hélas, le Pernambouc a été coupé en 2 morceaux par le tramway qui descendait. C'était le 7 ou le 4, j'ai oublié. Celui qui remonte sur Soleilmont et puis sur Fleurus. Et le demi-fils du Pernambouc, qui avait été coupé en 2 par le tram, désespéré, a décidé de se recycler. Et aujourd'hui, c'est une rôtisserie Pita qui se trouve au Tailly-Pré sur les hauteurs de Gilly et Châtelineau. Une rôtisserie pita. Est-ce que c'est la bonne définition? C'est la bonne définition. Quand je pense que certains diconneurs demandent les mots un mois à l'avance. On va faire du recyclage, ma chère Poppy. Mais ça me fait plaisir, Marcel, parce que tu utilises des lieux dits que moi je connais très bien, puisque je suis né vraiment dans ce coin-là. Moi aussi. Et pour une fois, je me sens un peu moins seul et on me dit pas celui qui vient de Jumet, comme on dit. Jumet. Oui. De quelle partie de Jumet, dit? Si tu me lances sur ce sujet, je te propose d'en discuter à l'entracte. Oui, si vous voulez Dès que bien ça faire devient ouais. intéressant, tout s'arrête. Oui, parce que nous avons des petites annonces, les 10 annonces par Adrien. Oui, tout à fait. Alors nous avons un con qui recherche une verge pour convergence. Nous avons une femme facile qui cherche un homme facile pour des relations compliquées. Nous avons un certain Jean-Jacques qui cherche un covoiturage entre la place du Chapitre et l'Aldi route dans des rues. Et enfin, on a une Cécile M qui dit « Je vends, non, je donne divers petits brols, sonores ou non, quasiment neufs, encore dans l'emballage, qui encombrent la maison. » Et je précise, sans la boîte à musique quand même, elle y tient. Voilà pour les 10 annonces. Merci Adrien. Mot suivant, Dominique. Ah oui, une dernière petite définition pour cette première partie. Le mot antépénultième, féminin et masculin. Tu sais Neutre, simplement, Dominique, qu'on est dans la deuxième partie. Parce que tu viens de dire La dans deuxième première partie de la première Ah, partie. voilà, Voilà. Mais tu m'interromps tout le temps. Bon, antépénultième, Thomas. Ah, l'année 2012 touche à sa fin. Je ne sais pas comment vous l'avez trouvée. Elle était quand même pas mal cette année. Bon, c'est la crise en Europe. D'ailleurs, c'est tellement la crise qu'on ne nous parle même plus de la Grèce. Je me demande ce qu'ils sont devenus, nos amis grecs, qu'il fallait absolument aider. Est-ce qu'ils sont toujours européens, d'ailleurs? On n'en parle plus. Ils sont peut-être tous morts. Mais on nous parle des Espagnols, ça compense. Alors, en 2012, c'était aussi une année électorale. On a connu un nouveau président français qui fait rire tout le monde.
Un noir qui a battu un mormon en Amérique. Et chez nous, le gros bar qui n'est plus gros a fait fureur à Anvers. Petit jeu de mots. Mais les élections, c'est vite passé. Maintenant, le vrai sujet en Belgique, c'est la crise. Les usines ferment, il n'y a plus de sous. Mais rassurez-vous, notre gouvernement va trouver la solution. Gel des salaires pendant 2 ans. Ah, ça c'est sûr. Du gel, on va en avoir besoin avec tout ce qu'ils nous mettent dans le cul. Thomas. Ah Thomas là se là là lâche. là. Je vous l'avais dit qu'il était trash, celui-là. Maman, n'écoute pas. En plus, la fin de l'année arrive. Il va falloir acheter des cadeaux pour les fêtes. Alors qu'on n'a plus de sous, on va devoir manger à des réveillons avec des gens qu'on n'a pas forcément envie de voir. Franchement, qui aime cette période de l'année? À part un pédophile. C'est vrai que pour eux, c'est la bonne période. Un déguisement de Saint-Nicolas ou de Père Noël, rien de mieux pour attirer les petits-enfants. Tu craques, Thomas. Censure. Il paraît même que les prêtres ont tenté de porter plainte, ont tenté de porter plainte contre cette concurrence déloyale. Non, mais c'est vrai. Ils vous paraissent pas étranges, vous, tous ces Saint-Nicolas dans les supermarchés? Viens t'asseoir sur mes genoux, mon petit. Tu veux un bonbon? Il y en a qui ont des soucis avec la justice pour moins que ça. Hein. Et ici, ils font cela devant les parents. Moi, je les trouve tous très bizarres. D'ailleurs, pourquoi ils ont tous une grande barbe et des petites lunettes? Je vais vous le dire, moi. C'est pour cacher leur regard lubrique et pervers. Antépénultième, ma chère Poppy, c'est quand vous essayerez de regarder le regard lubrique du Saint-Nicolas ou du Père Noël que vous verrez dans un grand magasin et que vous penserez à ma définition. Oui. Alors Fabien, moins trash ou... Non, ma chère. Antépénultième vient du latin ante, avant, ainsi que de paene, presque. Enfin, paene, qui n'a rien à voir avec le fichtic, s'écrit P-A-E-N-E. Moi, j'avais lu au départ pan. Pan, presque. Ah bah oui, évidemment, je comprends mieux pourquoi, si on lit pan, ça n'a rien à voir avec la côte belge, mais presque, c'est un peu comme si on vous donne la panne à l'hôpital et on vous présente cela comme presque les toilettes. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt presque la cuvette, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc, ante, de paene, et ensuite de ultimus, qui veut dire dernier, qui en fait était le petit dernier du dieu Mars, l'inventeur de la barre chocolatée. Vous vous souvenez, Romulus, Rumus et Ultimus? Non, allez, je raconte n'importe quoi. Antépénultième, eh bien, ça vient de la signification qui précède immédiatement le pénultième, ou avant-dernier. Donc, c'est l'avant-avant-dernier. Jésus utilisa le thème de l'antépénultième dans son enseignement, au temps où il existait. En effet, peu de gens le savent, mais au départ, Jésus avait dit « Les derniers seront les avant-avant-derniers ». Mais l'Église changea rapidement cette incompréhension, car cela pouvait supposer que Jésus était bègue. Voilà, ça signifie avant-avant-dernier. Merci Fabien. Merci Fabien. Enfin, Pierre? Antépénultième est un nom commun féminin qui vient bien du latin, mais issu de l'expression latine antepénultium. Et là, Simon, il faudra que tu nous départages parce qu'on n'a pas le même avis. L'expression latine antepénultium, elle-même formée de 3 radicaux, ante avant, pen l'heure et ultium après, et qui correspond assez bien à notre expression avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. C'est à partir de cette expression latine que Caius Punctuellus crée le nom antépénultième pour désigner la montre-bracelet sans aiguille qu'il met au point en 69 après JC ou en 1875 avant JC, suivant que les initiales JC désignent Jésus-Christ ou Jean-Claude, en l'occurrence Van Coenberg. On peut s'étonner de mettre en parallèle ces 2 hommes ou ces 2 dieux, selon vos croyances respectives et respectables. En effet, on ne leur connaît pas que des points communs. Par exemple, nous n'avons pas d'indices qui nous permettent d'affirmer que Jésus-Christ ait fait de la peinture naïve, ni que Van Gogh ait fait des miracles. Mais revenons à l'antépénultième.
Preuve de son origine latine, cette montre sans aiguille comporte toujours des chiffres romains. Si vous en trouvez avec des chiffres arabes, méfiez-vous, c'est une contrefaçon. On ne connaît évidemment pas l'heure de son invention. Cette antépénultième avait de nombreux avantages. En effet, il ne fallait jamais régler l'heure. Il n'y avait pas besoin de la remonter. Elle ne retardait ni n'avançait jamais. Et surtout, au changement d'heure d'été ou d'hiver, cette connerie qui perturbe et énerve beaucoup ma femme, il ne fallait rien changer. On comprend un peu que cette montre était surtout intéressante pour son bracelet. On cessa la production et la commercialisation de cette montre sans aiguille avec l'apparition de la montre à quartz inventée en 1927 par Warren Morrison, un ingénieur canadien, suite à la découverte par Pierre Curie de l'effet piézoélectrique. On n'allait quand même pas mettre une pile dans une montre sans aiguille. Caius Punctuellus ne profita guère de sa prépension. Il mourut à l'âge de 58 ans lors d'une intervention chirurgicale tentée pour soulager ses violentes douleurs abdominales. On soupçonnait en effet qu'il avait une horloge dans le ventre, puisqu'il savait dire l'heure même avec une montre sans aiguille. Cette horloge dans le ventre, on ne l'a pas trouvée, et cependant, sa dernière heure a sonné pendant l'opération. Comme dit ma femme, cette antépénultième ou montre sans aiguille est en quelque sorte un leurre, même si elle ne la donne pas. C'est long. Bravo, Pierre. Ouais. Alors, Marcel, concentre-toi. Que Hélas, signifie hélas. antépénultième? Hélas. Regardez le regard lubrique de Saint-Nicolas. Est-ce que ça signifie avant, avant, dernière ou dernier? Ou est-ce une montre sans aiguille avec des chiffres romains? C'est rien de tout ça. On ne s'y attendait pas. Je suis vraiment désolé, au risque de paraître pédant. Je suis quand même obligé de m'inscrire en faux contre ces assertions. C'est avec le plus grand regret que je me vois forcé aujourd'hui de vous ramener une petite leçon de géographie. Ah. Autrefois, dans les atlas, était fait mention de villages, notamment Anté-Ouiéry. Vous connaissez la région Anté-Ouiéry, c'était au 7e siècle avant Jésus-Christ le nom de ce village qui est proche de chez nous. Et en consultant ce même atlas, j'ai vu que dans les environs, il y avait autrefois un village qui a disparu, qui était recouvert par les eaux des lacs de l'Odeur, et qui s'appelait Antépénultième. Et il restera encore une petite chapelle votive là-bas qui porte ce nom, Pénultième. Donc je suis désolé de devoir vous dire, au risque, c'est vrai, vouloir vous donner des leçons, je suis désolé les copains, mais Donc c'est le village... la rigueur scientifique s'impose. Le village... Donc c'est une chapelle votive qui se trouve sous les eaux du barrage de l'Odeur, qui témoigne du passé d'un village hélas disparu, qui s'appelait Antépénultième, et dont il reste une petite trace de cette sainte qui autrefois est passée par là. Alors si maintenant vous avez envie que je vous raconte le voyage de Sainte Pénultième, aucun problème. Ça ira, Elle était partie de Perse. Coupez son micro, coupez son micro. Ne jamais contrarier l'invité. C'est la bonne réponse. Merci. Merci Marcel. Vous voyez clair. Et on arrive déjà à la fin de la deuxième partie, et c'est le livre de l'invité par Dominique. Eh bien oui, il est invité finalement, ou bien il est chroniqueur, diconneur. Eh bien oui, Marcel, Albert, je ne sais plus maintenant, un livre que j'ai parcouru rapidement, qui est écrit par un Tudinien. C'est un livre de Paul F., qui interviewe un journaliste retraité dont j'ai oublié le nom, Baudouin Léopold. Un livre qui s'appelle « De la ville au bassin de vie », aux éditions Luc Pire. Comme quoi, quand Paul écrit un livre, il y a pire. Un livre qui raconte l'histoire d'une ville qui veut se retrouver dans un bassin. Après un entretien avec le roi de la ville,
Marcel, comme toi, tiens, c'est marrant. C'est un livre qui parle de bassins structurés par territoire, avec des structures bétonnées mais souples. Je n'invente rien, bétonnées mais souples. Si vous voyez ce que signifient des bétons souples, dites-le moi. Mais là, je ne comprends pas tout. La dernière fois que j'ai vu une structure bétonnée souple, c'était après Fukushima, c'est dire. Enfin, le voilà, le livre. Lisez-le, et puis, si vous avez compris, on s'appelle. Il n'y a pas beaucoup de dessins dedans, en plus. Voilà. Cadeau. Si, c'est un excellent livre. C'est un prix modique qui sera en vente à la sortie. Et ceci, c'est une version trafiquée. En fait, il y a le titre, Paul Furlan, de la ville au bassin de vie, entretien avec Marcel Leroy. Je ne connais pas Marcel Leroy, personnellement. Paul Furlan, je le vois parfois passer à vélo. Mais alors, ceci, c'est une version tout à fait nouvelle. À l'intérieur, on a mis un roman policier, en fait. Pourquoi la première version ne se vendait pas bien? Elle est épuisée. Ah, elle est épuisée. Merci. Merci à tous, je vous dis bonsoir, je vous dis rendez-vous à la deuxième partie de notre émission. Troisième, quatrième, on ne sait plus où on en est. La troisième partie de la deuxième partie après la première. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir Fabien, bonsoir tout le monde, je vous dis pas... Au revoir, Poppy, mais en ce temps d'hiver, faites attention, méfiez-vous des arbres en mouvement.